Bienvenue à ce webinaire, premier webinaire de la série pour une école sécuritaire et inclusive. Le webinaire de ce soir, c'est sur le thème de comprendre la diversité sexuelle et de genre. Je me présente, je suis Arnaud Baudry, je suis à la direction générale de Francoqueer. Mes pronoms sont il, lui. Je voudrais déjà reconnaître que ce projet de webinaire est réalisé avec l'appui financier reçu des gouvernements du Québec et de l'Ontario en vertu des programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne. Si vous n'êtes pas encore familière avec Zoom, un petit point, on vous invite à vous renommer si vous le souhaitez et indiquer vos pronoms si vous le souhaitez, ainsi que votre organisation. Si vous avez des questions ou des commentaires à partager pendant le webinaire, on vous invite à le faire dans le clavardage. Il y aura une session de questions pendant le webinaire. Et puis, vous pouvez aussi réagir avec les petites icônes disponibles dans les réactions. Je voudrais aussi prendre un moment pour reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve actuellement et sur lequel l'équipe de Francoqueer a la chance de mener ses activités à Toronto fait partie depuis des milliers d'années du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et des Mississauga du Nouveau-Crédit. Le traité dit du bol à une seule cuillère leur avait permis de partager l'usage et l'accès des ressources naturelles de la région des Grands Lacs de façon pacifique et durable. Aujourd'hui, ce lieu de rassemblement abrite divers membres des peuples autochtones de l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de nous retrouver sur ce territoire traditionnel. Nous reconnaissons l'histoire du génocide culturel contre les peuples autochtones et l'héritage colonial et raciste du Canada. La violence du colonialisme se poursuit, de même que les mouvements pour résister à cette violence. Nous avons tous et toutes la responsabilité de nous engager de manière significative dans ce travail et l'éducation fait partie de ce travail. Nous vous invitons aussi à réfléchir à comment chacun et chacune de nous pouvons contribuer à démanteler cet héritage. Enfin, je voudrais aussi mentionner que les concepts de race, de genre, de sexualité sont largement basés sur des systèmes de pensée occidentaux et coloniaux et ne représentent pas la multitude de conceptions de l'identité qui existent en dehors de ce point de vue. Quelques mots sur Francoqueer. Donc, on est la première organisation des personnes LGBTQIA+, en Ontario. Et on rassemble donc la communauté LGBT et leurs alliés francophones dans le Grand Toronto et en Ontario. On propose des webinaires éducatifs et des guides d'accompagnement pour les écoles. On a aussi des services d'accompagnement à l'établissement pour les personnes LGBTQIA+, francophones nouvellement arrivées dans la région du Grand Toronto. On offre des ateliers d'information et orientation, des ateliers de sensibilisation, et puis des activités de connexion communautaire tout au long de l'année, et puis aussi en particulier pendant le mois de la fierté en juin. Ce soir, le webinaire est présenté par Marie-Evelyne Bellinga. Marie-Evelyne est d'origine camerounaise et québécoise. Elle a grandi au Sénégal. Elle est formée en philosophie à l'Université de Montréal et s'investit dans différents projets éducatifs promouvant le dialogue et la pensée critique chez les jeunes. Marie-Evelyne collabore depuis 2017 avec différents organismes communautaires, bibliothèques et milieux scolaires francophones de la région Gatineau-Ottawa pour favoriser la culture du vivre ensemble. Elle s'identifie en tant que femme noire lesbienne francophone. Marie-Evelyne s'implique en tant qu'agente de sensibilisation pour les écoles à Francoqueer. Alors, merci Marie-Evelyne, je te cède la parole. Merci beaucoup Arnaud pour la présentation. Bienvenue à tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à ce webinaire. Nous espérons pouvoir faire grandir notre réflexion ensemble et puis nous enrichir par rapport aux enjeux touchant la diversité sexuelle et de genre. Mes pronoms sont elle et là. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter les objectifs du webinaire.
Alors, le premier objectif, c'est de comprendre les composants de la diversité sexuelle et de genre, parce qu'il y a une pluralité de genres et il y a une pluralité d'orientation sexuelle ou d'expression sexuelle. Donc, le deuxième point sera, comme objectif, reconnaître les identités représentées par les lettres de l'acronyme LGBTQIA2+. Alors, peut-être certaines personnes d'entre vous sont familières avec ces lettres. Parfois, elles se sont présentées de cette manière, elles peuvent être présentées de différentes manières. On va essayer de démystifier tout ça et de mieux comprendre. Et au troisième point, comme objectif, ça sera de comprendre pourquoi il est important d'agir pour développer des écoles inclusives. On a déjà une petite idée puisqu'on est tous ensemble aujourd'hui et on a envie de s'engager à ce niveau-là tous ensemble. Alors, le plan du webinaire, notre webinaire sera organisé comme suit. Donc, on va aborder les règles pour créer un espace sécuritaire durant ce webinaire. On va aborder ensuite les composants de la diversité sexuelle et de genre. Donc, on présentera des outils visuels et aussi des outils au niveau des définitions qui représentent la diversité sexuelle et de genre. Nous aborderons en troisième lieu l'acronyme LGBTQIA2+. Ça représente qui? Ça représente qui parmi vos élèves, parmi votre communauté scolaire? Il y aura un espace pour la période de questions. Alors, cet espace sera de 5 à 10 minutes. On pourra prendre les questions en levant la main avec votre émoticône. Et puis, je pourrai répondre de vive voix à vos questions. Ou si vous préférez, vous avez aussi la possibilité tout au long de la présentation de clavarder directement à la question à Arnaud, qui se fera un plaisir de vous répondre, ou vous pouvez clavarder de façon globale, générale, pour que votre question soit vue de tous et que la réponse puisse profiter aux autres. Ça sera à votre discrétion. En cinquième point, nous discuterons de pourquoi est-ce nécessaire d'agir et nous donnerons en sixième point un exercice réflexif sur la création d'espaces inclusifs. Et nous terminerons par la clôture et les remerciements. Alors, les règles pour un espace sécuritaire. Alors, nous encourageons toutes les personnes présentes d'abord à des principes généraux comme le respect et l'empathie pour accueillir les discussions qui vont être abordées aujourd'hui dans une attitude de non-jugement, de curiosité saine et de langage respectueux. S'il est possible, au meilleur de vos capacités, de respecter les pronoms des personnes qui se sont identifiées avec des pronoms, ça sera une belle opportunité. Si jamais on fait des erreurs, nous sommes dans un contexte bienveillant d'apprentissage. Donc, nous voulons vous rassurer que l'état d'esprit est celui d'accepter de faire des erreurs et peut-être de s'engager à apporter un apprentissage par rapport à certains termes ou une certaine façon d'exprimer les termes. Au niveau des responsabilités, on vous encourage à utiliser le jeu pour parler de vos expériences personnelles ou des expériences reliées à un événement ou une situation reliée à la diversité sexuelle et de genre. Le respect des pronoms est important aussi. Et s'engager, en fait, on aime que vous vous engagiez, on aime que vous discutiez avec nous. Vous allez voir qu'il y a différents petits outils interactifs pour qu'on puisse réfléchir ensemble, mais aussi partager des connaissances. Alors, merci vraiment pour votre participation, c'est toujours agréable. Et au niveau de la confidentialité, nous voulons vous informer que le webinaire est enregistré et qu'il sera publié. Donc, si vous préférez garder votre
caméra éteinte pour plus de confidentialité ou vous renommer par un pseudonyme. Nous vous encourageons à le faire et nous apprécions aussi les présences à l'écran. C'est quelque chose qui fait du bien quand on anime en ligne. Alors, nous allons lancer un sondage rapide. Et en fait, c'est simplement pour vous situer par rapport aux connaissances que vous avez face à l'identité de genre et la diversité sexuelle. Donc, quelles composantes de l'identité de genre et sexuelle vous sentez-vous capable d'expliquer? Alors, vous avez le sexe assigné, l'identité de genre, l'expression de genre ou l'attirance. Et c'est pas un test scolaire, là, c'est simplement pour avoir un peu votre profil et pour voir s'il y a des éléments sur lesquels on aurait à insister davantage. Merci pour votre participation. Alors, le webinaire est lancé. On a 8 réponses sur 10. « 100% de participation. Alors, voilà les résultats. L'identité de genre, 30%. L'attirance, 20%. Le sexe assigné, 20%. L'expression de genre, 20%. Aucune de ces 4, 10%. Ben, merci beaucoup et ça va être vraiment intéressant de pouvoir approfondir ces concepts avec vous. Alors, nous avons créé à FrancoQueer un pantin que nous aimons beaucoup. On le représente comme le pantin de la diversité sexuelle et de genre. Et ça nous aide en fait à mieux comprendre et à mieux identifier comment s'exprime la diversité sexuelle et l'identité de genre. Et donc, comme vous pouvez le constater au niveau du pantin, on a en fait des symboles, un symbole qui représente l'identité de genre qui est associé à la partie du cerveau. Au niveau de l'attirance, on situe ça au niveau du cœur et en fait, il y a plus qu'un cœur parce qu'il y a plusieurs formes d'attirance. On a le sexe assigné qui est en fait ce qu'on appelle aussi le sexe biologique. Et on a l'expression de genre, donc dans le demi-arc de cercle, l'expression de genre, c'est la façon dont on veut se représenter par rapport à tous ces aspects de notre identité. Alors, on va commencer avec une petite mise à jour en fait sur ce qu'on entend par sexe assigné. Donc dans la vignette, vous voyez que on a 3 petits cercles. Donc on a ce qui représente l'identité femme-fille. On a le petit cercle qui représente homme-garçon. Mais on a aussi un cercle qu'on ne voit pas souvent, c'est celui qui représente les personnes intersexes. Donc, la classification biologique d'une personne lui assignant le plus souvent le sexe et le genre masculin ou féminin sur la base d'une évaluation visuelle de son anatomie externe à la naissance. C'est ce qu'on appelle le sexe assigné, la façon dont il est défini. Et puis, pour ajouter à ça, le sexe biologique ne se limite pas aux organes génitaux. En fait, on va inclure l'ensemble des caractéristiques sexuelles, physiques, primaires et secondaires. Donc, ça comprend les chromosomes, les gonades, les niveaux d'hormones, les organes génitaux, bien sûr, et puis certains aspects de la morphologie aussi, sur lesquels la société se base pour différencier les corps dits masculins des corps dits féminins. Alors, pour en connaître un peu plus sur les personnes intersexes, ce sont les personnes dont les caractères sexuels primaires à la naissance ne répondent pas aux critères médicaux du sexe féminin ou masculin.
Donc, ce sont des variations biologiques naturelles qui se produisent dans 1,7% des naissances. Et pour nous, c'est important que ces personnes-là soient représentées parce qu'elles sont moins visibles et c'est important qu'elles puissent avoir l'espace identitaire qui leur revient. Et vous avez à droite le drapeau qui symbolise les personnes intersexes. Et pour votre information, dyadique se dit d'une personne non intersexe. On peut préciser aussi que les variations intersexes, c'est important de se rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui est anormal et elles doivent pas être considérées comme des malformations congénitales. Ce sont des variations naturelles. De nombreux nouveau-nés intersexes, ceci dit, subissent encore des chirurgies pour normaliser l'apparence de leur appareil génital. Et certains de ces enfants, à un jeune âge, suivent aussi des traitements hormonaux. Tout ça pour qu'ils soient conformes à l'idée de ce que la société se fait d'une fille ou d'un garçon. Et actuellement, au Canada, nous n'avons pas suffisamment de lois pour protéger les personnes intersexuées. Et il y a des groupes de défense des droits humains qui considèrent que les opérations chirurgicales sont en fait une forme de torture. C'est donc le cas, par exemple, du Comité des Nations Unies contre la torture, qui précise que ces opérations contribuent à des douleurs psychologiques et physiques, parfois à vie. Alors, on avait vu à côté de notre pantin de la diversité sexuelle et de genre, le symbole du cerveau, et puis on avait l'identification de l'identité de genre. Alors, l'identité de genre, en fait, c'est la sensation intérieure et profonde d'être homme, d'être femme, d'être à la fois homme et femme, d'être ni l'un ni l'autre, ou encore de se situer quelque part le long du spectre du genre. Alors, on constate évidemment dans la vignette qu'on voit ici avec les échelles, femme, fille, homme, garçon, autre genre, qu'on pourrait avoir des curseurs qui se déplacent pour chacune de ces échelles et que l'identité de genre est beaucoup plus riche et beaucoup plus nuancée que la représentation binaire que l'on se fait ou l'on faisait autrefois entre femmes et hommes ou filles et garçons. Et donc, sur cette représentation aussi, ça montre que la représentation de l'identité de genre, ce n'est pas un spectre sur une ligne qui s'étend entre hommes et femmes. C'est vraiment c'est représenté sous trois échelles séparées qui peuvent varier de manière indépendante. La construction de l'identité de genre reste un processus qui n'est pas aussi bien compris que ce qu'on aimerait, mais c'est généralement accepté par les spécialistes que l'identité de genre se forme aux alentours de 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle ne change pas après cet âge, qu'elle ne peut pas changer après cet âge. Alors, comme vous avez vu la définition générale de ce qu'est l'identité de genre, vous êtes peut-être plus familier avec comment sont exprimées ces identités de genre. Alors, on va passer à travers quelques définitions pour enrichir tout ça ou clarifier cela. Donc, une personne cisgenre, c'est une personne cis. Donc, personne dont le genre correspond à celui qui lui a été assigné à la naissance. Donc, la personne cisgenre s'identifie par rapport au genre qui lui a été assigné à la naissance. Ensuite, vous avez le drapeau qui représente les personnes transgenres à gauche ou personnes trans. Ce sont des personnes dont le genre ne correspond pas strictement à celui qui lui a été assigné à la naissance. Alors, évidemment, c'est un terme parapluie. Et à l'intérieur de ce terme parapluie, on a plusieurs identités qui se déclinent. Donc, on a les femmes trans ou personnes transféminines. Donc, une personne qui s'identifie comme femme ou personne féminine à qui on avait assigné le sexe masculin à la naissance.
Et les hommes trans ou personnes trans masculines, ce sont les personnes qui s'identifient comme hommes ou personnes masculines à qui on avait assigné le sexe féminin à la naissance. Et toujours sous ce terme parapluie, on a les personnes non binaires. Donc, les personnes dont l'identité de genre se situe en dehors du modèle de genre strictement binaire homme-femme et peut s'utiliser comme un terme parapluie. Et on est plus familier qu'il y a 15 ans à peu près par rapport à ce terme-là. Je pense qu'il y a des représentations dans les médias, il y a aussi des jeunes ou des personnes qui se définissent comme non-binaires. Les personnes de genre fluide sont des personnes dont l'identité de genre peut changer au cours du temps entre n'importe quelle combinaison de genre. Donc, 2 combinaisons ou plus, au-delà de 3, 4. Les personnes de genre fluide sont incluses dans la non-binarité et toujours sous ce terme parapluie de non-binarité, personnes genderqueer ou genre queer, c'est un anglicisme, je le prononce de mon mieux en français. Ça désigne une identité de genre qui n'est ni masculine ni féminine, en dehors du modèle de genre binaire homme-femme. Et oui, on va parler des personnes en questionnement. J'ai vu dans le clavardage, merci de nous le préciser. On va avoir une partie pour parler de cela un peu plus tard. Merci beaucoup. Les personnes à genre, ce sont des personnes qui ne s'identifient pas à un genre spécifique ou qui ne s'identifient à aucun genre. Et ça, c'est vraiment important de prendre le temps de bien comprendre ce terme de personne bispirituelle parce que en fait, c'est une définition beaucoup plus riche et beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. Et c'est une définition aussi qui existe depuis l'époque précoloniale. Qui appartiennent en fait à l'héritage autochtone. Donc, les personnes bispirituelles sont les personnes autochtones d'Amérique du Nord qui incarnent à la fois un esprit féminin et un esprit masculin, ou dont l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou l'identité spirituelle n'est pas limitée à la binarité masculin-féminin. Et c'est un terme qui devrait être utilisé seulement par les personnes qui s'auto-identifient comme personnes autochtones. Ce que je trouve intéressant dans cette présentation-là aussi, c'est que on parle aussi de l'identité spirituelle. Alors, nos identités de genre peuvent être aussi articulées au niveau de l'identité spirituelle et c'est quelque chose que l'on voit peut-être moins souvent dans les définitions proprement occidentales. Alors, on vient de découvrir notre pantin de la diversité sexuelle et du genre. Et en fait, on aimerait vous poser la question, comment la société lit-elle le genre d'une personne à votre avis? Alors, le sondage est lancé. Comment feriez-vous pour connaître l'identité de genre d'une personne? Je m'appuie sur les pronoms utilisés, il, elle, yel, etc. Je m'appuie sur ce que je vois, la manière de s'habiller, la coiffure, le comportement, etc. Je demande à la personne toutes les réponses ci-dessus. Alors, les résultats. 30%, je m'appuie sur les pronoms utilisés. 30%, je demande à la personne. 40%, toutes les réponses ci-dessus. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Et en fait, vous vous situez vraiment dans les manières de lire le genre d'une personne. Il y a aussi des nuances qui sont importantes parce que on va découvrir que la façon dont on lit le genre de la personne n'est pas nécessairement la façon dont elle s'identifie.
ou s'auto-représentent. Alors, on va essayer de mieux comprendre pourquoi et comment. Alors, on est dans la partie de l'expression de genre, donc vous comprenez les liens avec le petit sondage qu'on vous a présenté. Et donc, l'expression de genre, vous voyez dans la vignette qu'on a ce miroir qui dit comment nous on se voit, mais aussi comment les autres personnes nous perçoivent. Donc, c'est l'apparence habituellement associée à un genre. Le genre peut être exprimé entre autres par le comportement, l'habillement, la coiffure, les inflexions de la voix et le langage corporel. Et nous voyons dans notre vignette aussi qu'on a des échelles féminines, masculines, autres, et qu'on peut avoir des curseurs qui se promènent sur chacune de ces échelles et qu'elles peuvent interagir ensemble aussi. Et on peut préciser que l'expression de genre peut être consciente ou inconsciente à différents niveaux. Par exemple, l'habillement et la coiffure, c'est plutôt de l'ordre conscient, des choix conscients. Le langage corporel, ça peut être plutôt de l'inconscient. Et puis, faut préciser aussi que l'expression de genre est interprétée par les autres selon les normes de la société, selon les normes de genre de la société, qui peuvent changer en fonction de la culture ou en fonction de la communauté, et qui peuvent aussi changer avec le temps. Par exemple, le rose était à l'origine associé aux garçons et le bleu aux filles, et ça s'est inversé par la suite. L'expression de genre et l'identité de genre sont reliées, mais ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Alors, il faut faire attention, ça veut dire donc qu'on ne peut pas vraiment déduire le genre d'une personne en se basant sur son apparence. On ne peut pas non plus déduire le genre d'une personne nécessairement en se basant sur les pronoms, parce que surtout dans la langue française qui est très binaire, il y a des personnes qui vont choisir de continuer à utiliser le pronom « il », par exemple, avec des accords masculins, mais qui pourraient s'identifier comme personne non binaire. Donc vraiment, la meilleure manière de savoir le genre d'une personne, c'est de lui poser la question. Merci Arnaud. Alors, moi, c'est vraiment une diapositive que j'aime énormément parce qu'on a différentes personnes tout aussi magnifiques les unes que les autres avec des expressions de genre, des identités de genre qui s'expriment de différentes manières. Et évidemment, on ne peut pas présumer de l'identité de ces personnes seulement par rapport à la façon dont on les perçoit, comme on vient de le résumer. Et donc, une des meilleures façons de faire pour ne pas mégenrer, donc ça veut dire nommer la personne avec le mauvais genre, ce qui peut être vécu de façon désagréable ou même violente par certaines personnes. C'est important de poser la question. Alors maintenant, c'est notre pantin avec les symboles, les deux cœurs ou plus. Ce sont en fait ce qui représente en fait l'attirance sexuelle ou l'orientation sexuelle. Donc, on est dans la partie des attirances. Il y en a plus, elle peut s'exprimer de plus d'une façon. Donc, pour l'attirance sexuelle, ce sont les sentiments d'attraction sexuelle ou son absence que ressent une personne envers d'autres personnes. Alors, dans notre vignette, on peut avoir une attirance pour une femme sur la première échelle, pour un homme, pour un autre genre, mais on peut avoir notre curseur qui peut varier en fonction du temps, en fonction de notre âge, en fonction de nos expériences, et chacune de ces échelles peuvent interagir entre elles aussi. Et parfois, on peut parler de 3 types d'attirance. Attirance dans le cœur, dans la tête et dans le pantalon. Selon les études, il y a environ 10%, alors ça varie selon les études, ça peut même monter jusqu'à 15% de la population qui ne s'identifie pas comme hétérosexuelle, ce qu'on appelle aussi parfois allosexuel. Mm-hmm. Alors, on a maintenant l'attirance sentimentale. Donc, ce sont les sentiments d'attraction émotionnelle, romantique, intellectuelle, amoureuse et ou spirituelle
que ressent une personne envers d'autres personnes. Alors, je pense que vous avez compris maintenant le principe de nos échelles et la façon dont les curseurs peuvent bouger en fonction de différents contextes ou simplement sans qu'on l'ait décidé, parce que ça aussi, ça peut arriver. Et on peut dire aussi que l'attirance sentimentale peut correspondre ou ne pas correspondre à l'attirance sexuelle. Par exemple, une personne attirée par les hommes aura le désir de développer une relation avec un homme, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, un homme qui serait attiré sexuellement par les femmes, mais qui pourrait aussi avoir envie de lier des sentiments plus intimes avec des hommes. Alors, merci Arnaud pour ces précisions très importantes. Au niveau de l'attirance, on a quelques définitions qui permettent, mais elles ne sont pas exhaustives, de mieux comprendre comment elles sont représentées ou exprimées à l'intérieur de nos sociétés occidentales. Alors, les personnes hétérosexuelles, par exemple, sont des personnes qui sont attirées exclusivement par les personnes de sexe, genre opposé. C'est basé sur un concept binaire du genre, donc strictement homme et femme. Une personne homosexuelle, c'est une personne qui est attirée par les personnes de son sexe et de son genre. Une personne lesbienne, alors je vous attire l'attention sur la façon dont c'est écrit. On essaie d'avoir une écriture inclusive pour chacun de nos termes. Donc, une lesbienne, c'est une femme cis ou trans ou une personne cis ou trans qui ne s'identifie pas comme un homme et qui est attirée physiquement et ou émotionnellement par des femmes ou des personnes qui ne s'identifient pas comme un homme. Et gay, au féminin ou gay, terme employé en français le plus souvent pour utiliser une personne attirée par les personnes du même sexe, genre, aussi utilisé comme un terme parapluie. Alors moi, je veux dire que quand j'étais adolescente, on avait à peu près que ces trois termes qui existaient, homosexuel, gay, hétérosexuelle, lesbienne, mais aujourd'hui, on a enrichi notre vocabulaire parce que les définitions évoluent avec le temps, avec les recherches, avec les personnes qui souhaitent être visibles à l'intérieur des nuances et des richesses de la diversité sexuelle et de genre. Et puis, une précision par rapport à la formulation et pourquoi dans la définition de lesbienne, on parle de personnes qui ne s'identifient pas comme un homme, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne s'identifient pas comme une femme, par exemple des personnes non-binaires, qui pourraient potentiellement utiliser le terme lesbienne, qui correspondrait à leur identité. On peut aussi préciser qu'il y a beaucoup de ces définitions qui sont basées sur une approche hétéro, cis-normative, c'est-à-dire qui définissent l'hétérosexualité et l'identité cisgenre comme la norme. Oui. Et dans certaines définitions, donc, il y a un aspect qui peut être un peu transphobe parce que c'est basé sur un concept binaire du genre et la présomption d'alignement entre l'identité de genre, l'expression de genre et le sexe. Alors, c'est aussi pour ça que le vocabulaire évolue, les définitions évoluent, parce qu'on se rend compte qu'on manque de mots pour définir certaines identités. Alors, on poursuit avec nos définitions et on a les drapeaux qui sont tellement diversifiés et qui sont intéressants pour montrer toutes les nuances qui existent. Alors, une personne bisexuelle, c'est une personne qui est attirée par les personnes de son sexe, genre et de sexe, genre différent. Alors, de façon reliée, on a en fait des personnes, les personnes pansexuelles, sont des personnes qui sont attirées par une autre personne sans égard au genre ou au sexe. Ensuite, on a les définitions qui contiennent la dimension romantique. On a les personnes demi-romantiques.
Donc, des personnes qui ne parviennent à ressentir de l'attirance romantique que dans le contexte d'une relation émotionnellement intime très forte. Et ça, je trouve ça intéressant, ces nuances, parce que on n'a pas toujours eu l'opportunité de pouvoir exprimer les choses aussi précisément par rapport aux dimensions romantiques. La société hétérosexuelle, hétéronormative, à travers les films qui nous sont présentés, parfois uniformise les expériences romantiques. Alors, ces nuances-là sont vraiment très riches et importantes. Aromantiques, ce sont des personnes qui ressentent très peu ou pas de désir romantique. Et on va ensuite regarder ce que signifie en fait demisexuel. C'est une personne qui ne ressent de l'attirance sexuelle qu'après avoir formé un lien émotionnel ou cognitif fort. Et asexuel, ce sont des personnes qui ressentent très peu ou pas de désir sexuel. Et on peut noter aussi que cette liste n'est pas exhaustive. Il y a tout un vocabulaire qui est développé dans la communauté pour désigner des situations particulières par rapport à l'attirance, par rapport à la sexualité. Alors, on a maintenant vraiment l'ensemble de nos représentations avec les vignettes qui les accompagnent. Donc, le pantin de la diversité sexuelle et de genre, on comprend que au niveau de la diversité sexuelle et de genre, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, plusieurs composantes. L'identité de genre, l'attirance sexuelle, l'attirance sentimentale, le sexe assigné et l'expression de genre. Et on veut attirer votre attention sur le fait que l'identité, je pense que vous l'avez compris, vous le saviez peut-être avant cette représentation-là, c'est que l'identité n'est pas l'expression de genre ni le sexe, et le genre est différent de l'attirance vers laquelle notre être va s'orienter. Donc, ce sont des éléments qui ne prédéfinissent pas des relations ensemble qui peuvent s'exprimer de façon isolée ou qui peuvent interagir ensemble. Alors, pour ça permet d'appliquer ce que l'on vient de voir ici. On a vraiment un personnage, Samantha, une personne Samantha, qui, en fait, au niveau de son identité de genre, on pourrait mieux comprendre comment elle se situe en observant l'ensemble des éléments et où se situent les curseurs. Donc, je vous laisse prendre quelques secondes peut-être pour connaître Samantha et puis pour voir comment son identité de genre s'exprime, vers où son attirance sexuelle est orientée et son attirance sentimentale, son sexe assigné, son expression de genre. Et en se basant sur ça, on pourrait penser que Samantha s'identifie comme hétérosexuelle, mais vraiment seule Samantha pourrait le dire. Merci Arnaud. C'est très important cette nuance-là, et on met en application le fait que il vaut mieux entrer en relation avec la personne pour lui demander comment elle s'auto-identifie. Et là, on a un deuxième profil, le profil de Dominique, qui est une personne intersexe non binaire. Donc, son sexe assigné à la naissance était intersexe. Son identité de genre n'est ni homme ni femme. Elle s'identifie fortement à un autre genre. Expression de genre plus ou moins féminine, masculine, mais plutôt autre. Et puis son attirance sexuelle qui est plus ou moins alignée avec son attirance sentimentale, c'est-à-dire que Dominique est attiré par les femmes et les personnes d'autres genres. Encore une fois, on pourrait penser que Dominique
s'auto-identifient comme lesbiennes, bisexuelles, queer ou allosexuelles, mais vraiment seul Dominique pourrait le dire. Alors, en fait, à Franco-Queer, on encourage en fait et on reconnaît l'importance de l'auto-identification comme principe. Dans la communauté LGBTQIA2S+, c'est quelque chose aussi qui est très valorisé. Donc, le vocabulaire utilisé pour définir une identité peut être très limitant, surtout lorsqu'on prend en compte que la plupart du lexique queer est basé sur le concept de genre binaire et colonial. Donc, il est possible qu'une personne utilise un terme d'une manière qui vous est peu commune. Alors, moi, je suis d'origine africaine et j'ai vécu en Afrique de l'Ouest et on a des expressions de genre propres à notre langue une de nos langues d'origine qui est le Wolof, mais dans cette expression de genre, rien ne peut, dans un vocabulaire occidental, définir les nuances qui sont exprimées à travers l'expérience, le contexte, l'héritage, la dimension spirituelle. Donc, c'est en ce sens-là qu'on peut considérer que l'auto-identification est importante, même si on n'est pas toujours familier avec les termes qui sont utilisés par des personnes. Alors, on vous encourage pour un peu mettre en application ce qu'on vient de voir aujourd'hui, d'engager une réflexion interne. Alors, elle est à vous. Vous n'avez pas besoin de nous la partager nécessairement, mais on voudrait savoir comment vous positionnez sur les 4 dimensions de la diversité sexuelle et de genre. Et bien sûr, si c'est quelque chose de nouveau, de voir toutes ces 4 composantes interagir avec elles, c'est une belle manière peut-être d'avoir une autoréflexion par rapport à la compréhension dont la manière de vos échelles s'exprime. Ça peut être intéressant au niveau de la connaissance de soi. Alors, l'acronyme LGBTQIA2+, alors c'est un acronyme qui est de plus en plus connu, de plus en plus répandu, mais qu'est-ce qu'il signifie exactement? Alors, en français, en fait, le L correspond à lesbienne, donc femme cis ou trans ou personne qui ne s'identifie pas comme un homme et qui est attirée physiquement et émotionnellement par des femmes ou des personnes qui ne s'identifient pas comme un homme. Gay, ce sont des personnes attirées envers les personnes de même sexe et genre. Bisexuel, attiré à plus qu'un seul genre, mais le B aussi en français fait référence au terme bispiritualité, à l'identité bispirituelle qu'on a vu un peu plus tôt, qui représente une identité qui prend en considération l'expression de deux esprits. C'est une identité autochtone. Et trans, ce n'est pas une sexualité, c'est un terme parapluie comme on l'avait rappelé tout à l'heure et il désigne les personnes trans et ou non binaires. Et queer, c'est un terme qui est réapproprié. En fait, il existait en anglais en premier lieu, mais en français, on se le réapproprie aussi. Et il est le symbole de libération. Il peut englober toute la communauté. Donc, je pourrais me définir comme une personne queer parce que je m'identifie comme femme lesbienne au sein de la communauté LGBTQIA2+. Et on avait une question tout à l'heure par rapport à ça en questionnement. Et en questionnement, en fait, on lui accorde quelque chose de très positif parce que parfois, il y a une conception au niveau de la vision normative du genre qu'une personne qui est en questionnement, c'est une personne peut-être qui ne correspond pas à la norme. Et nous, à Franco-Queer, on met en évidence que en questionnement est un processus très riche. C'est un processus de réconciliation interne avec l'expression de différentes identités.
Alors, on a le I qui est représenté. On est très satisfait dans les communautés LGBTQIA2+ pour ça, parce qu'elles n'étaient pas autant visibles que ça. Le I correspond aux personnes intersexes. Donc, on a vu ça plutôt dans le sexe assigné à la naissance ou le sexe biologique. Ce sont les caractéristiques biologiques défiant la catégorisation masculin-féminin. A pour asexuel, donc une personne qui ressent très peu ou pas d'attirance sexuelle. C'est un terme parapluie. Aromantique, personne qui ressent très peu ou pas d'attirance romantique. C'est un terme parapluie. Et deux esprits qui peut être aussi traduit par bispirituel, un terme spécifique aux communautés autochtones. Et peut-être que vous êtes familier avec le plus ou moins familière ou moins familier. En fait, le plus est présent dans l'acronyme parce qu'en fait, c'est le signe plus qui inclut tout ce qui, dans le spectre de la sexualité et du genre, n'est pas traduit par les lettres de l'acronyme. Donc, tout ce qui ne peut pas se traduire ou qui demande à ne pas être traduit. On se rappelle que l'auto-identification est importante aussi par rapport à ça. Alors, Arnaud et moi, on a pris la parole pendant un petit moment et ça va être à votre tour, si vous le souhaitez, de partager des questions avec nous. On va avoir le plaisir de répondre au meilleur de nos capacités. Alors, je rappelle un peu la façon de procéder. Vous pouvez simplement lever la main et je pense qu'on n'est pas très nombreux. Ça sera facile pour moi d'accorder la parole aux personnes qui aimeraient s'exprimer. Et vous pouvez aussi, si vous préférez, poser des questions à l'intérieur du clavardage. Alors, on vous attend. On est là pour vous. Oui, j'aurais une question. Excuse-moi. Bonjour. Oui, bonjour Noémie. Bonjour, merci beaucoup de faire ça. Moi, j'ai Toronto et justement, moi, je suis à l'école secondaire catholique Saint-Pierre-André. Puis, je sais que j'ai des collègues qui étaient là lundi, mais j'ai pas pu participer, donc merci de faire ça 2 jours. On apprécie vos commentaires. Oui, absolument. Mais en tout cas, c'est super. J'ai appris un peu aussi, puis ça m'a clarifié des choses. Moi, j'ai fait au théâtre, puis j'ai plusieurs élèves. J'ai quelques élèves trans et des élèves non-binaires et tout ça. Et je me demandais si vous avez un peu parlé de ça, mais aussi par rapport aux accords. J'ai déjà fait une formation quelque part. J'ai vu c'était qui nous enseignait ça, mais ils ont parlé du fait qu'en français, il faut accorder les adjectifs, par exemple. Et il y avait aussi l'idée de préciser quel accord est-ce qu'on préfère. Il y en a qui préfèrent alternant ou féminin ou masculin. Je suis juste curieuse par rapport à ça, si vous avez plus d'informations par rapport à ça. Merci beaucoup pour votre question et pour enrichir en fait cette réflexion. On a parlé des pronoms tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus riche que simplement les pronoms. Il y a les accords qui vont avec et il y a la communication inclusive qui existe. Et en fait, Arnaud peut répondre avec nuance par rapport à votre question puisque on a offert à Franco-Queer des formations au niveau de ces éléments-là. Peut-être ce qu'on peut préciser, c'est l'usage des pronoms il, elle, yel, pour prendre un exemple. Donc, il y a des personnes non-binaires qui vont utiliser yel, qui est maintenant d'ailleurs dans le dictionnaire, qui a été ajouté dans le dictionnaire en novembre dernier. Ce qui rend la chose compliquée en français, c'est que c'est une langue très genrée. Donc, quand on fait les accords, on doit faire les accords au masculin ou au féminin. Alors, il y a des personnes non-binaires qui utilisent le pronom yel, qui vont choisir pour faciliter l'usage des accords féminins ou masculins, mais ça ne veut pas dire forcément que la personne s'identifie comme féminine ou masculine. Donc, c'est là où il faut faire un peu la différence entre la manière dont la personne s'identifie en termes de son identité de genre et puis l'usage de la langue qui rend la chose compliquée.
Mais ceci dit, il y a aussi la langue évolue et puis il y a toute la communauté trans et non-binaire qui cherche aussi des manières d'utiliser des accords qui s'accordent avec leur identité. Donc, c'est là où on va voir des néologismes être créés avec des accords nouveaux qui n'existent pas dans la langue française en ce moment. Donc ça, il y a des variations. Par exemple, auteur, ce serait la variation neutre de auteur ou autrice. On peut mentionner aussi les pronoms. Par exemple, il y a des pronoms qui sont créés en faisant des combinaisons. Par exemple, celle-eux, c'est la contraction de celle et eux pour créer une nouvelle forme qui soit neutre. Et puis, dans l'usage de la langue, donc, il y a des formes langagières pour construire des phrases de manière inclusive, de manière à ce qu'on ne fasse pas référence spécifiquement aux personnes masculines ou féminines, mais qu'on puisse utiliser une manière de s'exprimer qui soit inclusive de toutes les identités de genre. Super, merci beaucoup. De rien. On a une question dans le chat. À partir de quel âge est-ce que les enfants commencent à se questionner sur leur identité de genre? C'est difficile. Je répondrai que c'est difficile de dire de façon absolue à partir de quel âge, mais on sait que le processus de construction identitaire commence à partir de 3 ans et même parfois bien avant. Par contre, il n'est pas fixe et en fait, ce qui est important pendant ces périodes-là, c'est d'exposer l'enfant à des modèles et des représentations peut-être qui ne sont pas binaires et qui n'assignent pas l'enfant à une identité normative, homogène ou uniforme, et de permettre à l'enfant d'explorer différents univers. Donc, c'est un peu les suggestions et la façon dont on peut accueillir peut-être les enfants dans ce processus-là. Et puis, peut-être on peut dire aussi que dans le processus de construction identitaire, c'est tout à fait normal que l'enfant explore. Alors, on a cette tendance à associer certains comportements ou certains jeux avec un genre particulier, mais le fait qu'un garçon, par exemple, veuille jouer avec des poupées ou porter une robe, ça ne veut pas forcément dire que le garçon est transgenre ou qu'il explore l'identité opposée. Il n'y a pas de lien entre ce processus de construction et puis l'identité réelle. On a une question. Certains parents m'ont demandé des ressources pour leurs ados qui se questionnent. Avez-vous des pistes? Oui, on a des pistes et en fait, on a un guide d'accompagnement qui va suivre ce webinaire-là qu'on va pouvoir bientôt vous transmettre. Et à l'intérieur de ce guide d'accompagnement qui est vraiment pour le personnel scolaire, mais on a des ressources pour orienter les jeunes qui ont par rapport à la région de l'Ontario qui voudraient être accompagnés ou soutenus. Et puis, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez nous écrire et on pourra vraiment vous accompagner pour vous donner les ressources au meilleur de nos compétences. Merci Marie-Evelyne. On a une autre question avec la modification du langage pour un qui est plus neutre. Est-ce qu'il y a des adaptations à faire pour la grammaire, les cours de français, surtout avec les pronoms personnels? Je vois les profs là. Et oui, je comprends tellement votre question. Et c'est compliqué parce que effectivement, si on se réfère à l'Académie française ou au dictionnaire officiel, on va nous dire non, le français, les formes neutres ou les accords neutres n'existent pas.
Alors, là, c'est une question intéressante. Je ne sais pas comment les écoles approchent ça, mais je pense que clairement, il y a quelque chose qui doit être fait pour faire évoluer la langue, pour faire en sorte qu'elle évolue avec la société. Les langues ne sont pas figées, les langues évoluent avec l'évolution de la société. Donc, effectivement, je pense qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir intégrer ça dans l'instruction de la langue. Ben, c'est moi qui ai posé la question, mais moi, je suis travailleuse sociale, puis il y a eu une référence au niveau d'une enseignante de français qui avait des jeunes dans sa classe qui s'identifiaient. Puis quand elle enseignait, elle avait comme cette réflexion personnelle-là pour savoir, mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ajoute le IL pour montrer que, tu sais, oui, on est ouvert, puis il y a d'autres façons de procéder, mais comment on l'accorde par la suite, puis comment je l'apporte, puis au niveau du curriculum. Donc, c'est peut-être des adaptations à faire comme dans le futur pour les prochains curriculums, mais c'était vraiment intéressant. Je ne savais pas comment répondre non plus, puis je ne suis pas contente que vous ne le savez pas, mais il y a un cheminement à faire par rapport à ça qui est super important parce qu'on veut être plus inclusif, on veut être plus accueillant, puis on veut soutenir aussi cette clientèle-là. Puis ça sort de plus en plus, mais on se sent comme un peu les mains liées par rapport à l'utilisation du langage, même si on le fait dans un contexte non officiel, en classe, quand les enseignants enseignent, il y a comme une limite, là. Oui. Si je peux, et j'ai vu qu'il y a une autre main levée, ça nous fera plaisir de vous donner la parole ensuite. Si je peux aussi partager mon sentiment par rapport au contexte scolaire dans lequel j'ai de l'expérience également, c'est que en vérité, on peut aussi se poser la question, c'est quoi notre objectif? Et si c'est notre objectif, c'est de créer un sentiment inclusif, est-ce qu'il y a d'autres façons de renforcer ce climat bienveillant et inclusif à l'intérieur de la classe, en plus des accords ou des changements grammaticaux potentiels? Et je veux aussi rappeler que les élèves qui sont dans un climat bienveillant et sécuritaire et qui se sentent acceptés dans leur identité de genre et de la diversité sexuelle peuvent comprendre si l'enseignant leur explique qu'il y a des moments où, par rapport à certaines normes, on ne peut pas nécessairement dépasser les objectifs du curriculum, c'est des obligations qu'on doit respecter, mais qu'il y a des moments aussi où on peut peut-être laisser un espace libre où on peut explorer d'autres façons d'exprimer les choses. Donc, c'est des suggestions, c'est des pistes en fait. Et puis, je sais que en enseignement aussi, on a toute la partie littératie critique, pensée critique. Alors, pourquoi ne pas réfléchir avec nos élèves à la construction de la langue, à la façon dont cette langue-là peut être réinvestie par d'autres pronoms, d'autres accords. Donc, c'est des pistes, en fait, parce que la question est très juste et la réflexion qui va entourer cette question-là, même si on n'a pas tous les réponses, peut être une source d'enrichissement aussi pour la communauté. Et en tout cas, pour ce qui concerne le pronom yel, vous avez maintenant l'argument que ça a été ajouté au dictionnaire. Je voyais Alors, une autre. On peut, oui, Maïwen, Oui. Est-ce que je prononce correctement? Oui, bravo. Moi, c'est juste pour partager, je suis éducatrice spécialisée dans un secondaire francophone en Ontario. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est que le prof en français a enseigné dans des textes où c'était très clair, l'identité de genre de chacun, comment on fait un accord, comment on fait au masculin, au féminin, au pluriel, etc. Et qu'après, pour chaque texte, que le jeune écrit lui-même, le jeune a libre choix et l'accord n'est plus compté comme… Si le jeune a démontré la compréhension grammaticale, c'est fait, c'est acquis, c'est compris. Maintenant, le jeune n'est plus noté là-dessus parce que le jeune est justement noté sur son habileté de la pensée, sa pensée critique, etc. Et on a eu zéro difficulté à introduire ça au niveau. Et dans nos salles de classe, on a fait créer cette année à nos élèves des affiches qui ont le YEL parce qu'on ne trouvait pas un référentiel tout fait.
Donc, on a fait nous-mêmes nos référentiels en se disant qu'ils s'en rappelleront davantage s'ils le fabriquent eux-mêmes. Mais c'est ça, c'est de laisser à l'enfant et d'enlever le stress aux jeunes. Ça va influencer ta note, ça va influencer ton résultat. Et c'est vraiment de séparer qu'est-ce qu'on veut évaluer dans le processus. Et à la base, ce qu'on veut surtout, c'est que nos jeunes, ils s'impliquent dans leur éducation et qu'ils réussissent. Et un jeune qui ne peut pas s'affirmer, je ne suis pas sûre qu'il puisse vraiment réussir. Donc, je pense que c'est une bonne approche, personnellement. Merci beaucoup. C'est Absolument. très enrichissant d'entendre vos expériences. Je pense qu'on peut s'enrichir mutuellement par rapport à des initiatives. C'est vraiment riche de vous entendre. On apprécie beaucoup d'être en contact avec vos expertises. On a une autre question? On a un beau groupe dynamique, hein, Arnaud? On aime ça. Magnifique. Bonjour, bonsoir. On ne vous entend pas. Changement d'équipement. Ouais, ça, c'est la beauté du direct. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ok, Oui. super, merci. Désolé. Oui, donc toujours pour comment est-ce qu'on accorde un adjectif dans une phrase simple, hein? Même si on utilise yel. Yel est lourd ou lourde. Alors, c'est ça, ça va dépendre de la manière dont la personne veut qu'on accorde avec elle. Donc, c'est pour ça, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est il y a certaines personnes qui vont choisir d'utiliser elle comme pronom, mais pour simplifier l'usage, qui vont dire c'est elle avec accord masculin ou elle avec accord féminin. Parce que les formes neutres ne sont pas encore vraiment acquises dans la langue française. Oui, oui, j'ai compris, hein, c'est vraiment un dilemme là, hein. Comment? C'est vraiment un dilemme, même pour Oui, l'italien, oui, l'espagnol, le portugais, tout est accordé et on n'a pas de choix, hein, on ne va pas inventer. Bah, oui, ça peut évoluer à inclure une terminaison ou un accord neutre, ça serait… Et c'est compliqué en français parce qu'il y a beaucoup de variations. Quand on regarde un peu ce que la communauté cherche à construire comme système de langue, c'est assez complexe. En espagnol, c'est intéressant. Quelqu'un me disait l'autre jour que, pour prendre un exemple, profesora, c'est la version féminine de professeur, et la version neutre, c'est professore avec un E. Oui. C'est intéressant très aussi. intéressant. En espagnol, les langues évoluent. Super, merci. De rien. Alors, Arnaud, est-ce qu'on va continuer? On a tellement de belles choses à partager encore. Allons-y. Merci à tous pour votre belle participation. Alors, on a préparé en fait cette diapositive avec une vidéo en fait qui présente des réflexions sur la diversité sexuelle et de genre et la manière de contribuer à des espaces plus inclusifs. Ce qui nous intéressait aussi à l'intérieur de cette vidéo-là, c'est qu'elle est assez accessible pour être partagée avec vos élèves si jamais vous avez un coup de cœur pour cette vidéo. Alors, on vous invite à la regarder avec nous. Pour certains, la vie semble simple. Garçons et filles, hommes et femmes. C'est dans la vie de tous les jours. Les contes de fées, les politiques. C'est ce que la société donne comme image. Ça peut vous paraître familier. Un jour, on va rencontrer l'amour de notre vie, on va acheter une belle maison, on va avoir des enfants, et si on réussit tout ça, on va être heureux. Et c'est réconfortant de penser que c'est de cette façon que tout le monde fait sa vie, que tout le monde est pareil. Mais la réalité est bien plus complexe, plurielle, diversifiée et belle. En fait,
10% de la population canadienne de 18 à 34 ans sont LGBTQ+. C'est une personne sur 10. Si ça vous surprend, c'est que la société ne prend pas assez en compte la diversité. Les réseaux sociaux, la télé, les magazines présentent un portrait incomplet de la diversité humaine. Être LGBTQ+, n'est pas un choix, de la même façon qu'on ne choisit pas la couleur de nos yeux ou celle de notre peau. Si nous avons l'impression que la vie est faite pour les autres, c'est que certaines situations nous excluent. Cela nous donne l'impression que notre réalité n'est pas importante et nos communautés sont invisibles et sans voix. Que ce soit chez le médecin où on présume notre sexe, notre orientation sexuelle, notre identité de genre et notre orientation romantique, dans la rue où on aimerait tenir la main à la personne qu'on aime, dans la vie de tous les jours où nos amis pensent que notre orientation sexuelle n'est seulement qu'une phase, dans les espaces publics où les installations excluent certaines personnes, ou en famille, lorsqu'ils ne saisissent pas que notre orientation sexuelle ou notre identité de genre ne sont pas définies. Ce ne sont que des exemples. Ce qui choque, ce sont les conséquences liées à ce sentiment d'exclusion, d'invisibilité et d'insécurité. 33% des jeunes LGB ont fait une tentative de suicide comparativement à 7% des jeunes se disant hétérosexuels. Chez les jeunes transgenres, 47% disent avoir pensé au suicide. C'est évident, quelque chose doit changer. Ce n'est pas obligé d'être comme ça, la vie est très diversifiée, ce qui lui confère toute sa splendeur. L'important, c'est de ne pas s'arrêter aux différences. L'important, c'est de respecter et d'accepter que tout le monde a le droit d'être soi-même et d'aimer à sa façon. L'important, c'est que la société accommode tout le monde. L'important, c'est d'être présent, de s'informer et d'embrasser la diversité pour que chaque personne sente qu'elle a un rôle et une place dans la société. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais ignorer les réalités est une forme d'exclusion. La vie est diversifiée. Il existe plusieurs façons d'être, plusieurs façons d'aimer. Ce n'est pas juste notre sexe qui nous définit, c'est aussi notre cœur. Ici, on est inclusif. Ton micro, Marie. Oui, excusez-moi. Merci Arnaud pour le partage. On a en fait un résumé, en tout cas des éléments importants qu'on voulait partager avec vous, qui vient en fait de l'enquête de Égal Canada, qui est un organisme qui s'implique en Ontario à faire de la recherche pour mieux comprendre le vécu des jeunes LGBTQIA2+. Et cette recherche date de 2011, qui s'intitule encore « Dans chaque classe de chaque école ». Et on peut voir en fait que ce qui était représenté à l'intérieur de la vidéo est appuyé par des chiffres, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes LGBTQIA+, vivent des contextes d'oppression dans leurs environnements qui ont des conséquences sur leur bien-être, leur santé mentale et physique. Alors, selon cette enquête, des élèves sont au quotidien la cible d'homophobie, de transphobie et de cyberintimidation encore aujourd'hui. Donc, 64% de toutes les personnes participantes au rapport ont partagé avoir entendu des commentaires homophobes chaque jour ou chaque semaine à l'école. Donc, des jeunes qui s'identifient à la communauté LGBTQIA2+. 30% des répondantes d'ES LGBTQ ont été victimes de cyberintimidation, comparativement à 8% des répondantes cisgenres hétérosexuelles. Donc, ça aussi, la cyberintimidation, quand on est à l'école, comme personnel enseignant, on n'en est pas toujours conscient puisque ça se passe sur les téléphones, mais il y a peut-être des moyens de mieux cerner les enjeux autour de ces questions-là pour les jeunes plus vulnérables. Donc, 57% des répondants de cette recherche qui sont trans ont été des cibles de rumeurs ou de mensonges méchants. Et 79% des élèves trans ont
partagé avoir été victimes de harcèlement physique et ont rapporté que les enseignantes et le personnel étaient inefficaces en réponse au harcèlement transphobe. Donc, dans les milieux scolaires LGBTQIA+, aux intersections de différentes identités, les élèves qui vivent plusieurs identités à la fois sont encore plus vulnérables que les autres. Donc, par exemple, quand l'intersection d'une identité ethnique, religieuse, LGBTQIA2+, va exister, on peut voir un accroissement parfois du sentiment d'oppression. Donc, deux fois plus d'élèves autochtones LGBTQIA+, ont affirmé qu'ils vivaient du harcèlement en raison de leur identité ethnique et ils en vivaient 35 fois plus que les étudiants autochtones cisgenres hétérosexuels. Et 77% des élèves autochtones LGBTQIA+, ont vécu du harcèlement à l'école dans l'année précédant l'enquête, ce qui est le pourcentage le plus élevé parmi tous les groupes. Alors, EGAL a proposé, suite à ces enquêtes, ces deux enquêtes, des recommandations à l'intention des milieux scolaires. Donc, une des premières recommandations, c'est d'inclure les élèves d'ES LGBTQ et leurs familles dans toutes les prises de décision, parce qu'on sait que ces enjeux peuvent aussi exister à l'intérieur du contexte familial et en dehors de la famille. Donc, un élève qui vit des tensions à la maison et à l'école pourrait vivre un niveau de détresse plus élevé que d'autres élèves. On encourage aussi de prêter attention au soutien de la sécurité et du bien-être des élèves trans, en plus des autres élèves qui s'identifient à la communauté LGBTQIA+, parce qu'on constate que les élèves trans ont besoin d'être entendus et d'être accueillis par rapport à leur réalité qui est différente de toutes les autres réalités de SLGBQ. L'enquête aussi met en lumière le fait, et je pense qu'on en est conscient, avec le contexte de pandémie et les contextes qui nous ont plus touchés au niveau de notre santé mentale, notre bien-être et même les conditions économiques, qu'il faut reconnaître l'importance de l'aggravation de l'oppression, y compris le racisme, le classisme et le capacitisme. Et on encourage aussi le fait de ne pas présumer que les programmes destinés au soutien des élèves LGBTQ+, répondent aux besoins des élèves trans. Donc ça, c'est vraiment important de garder en tête qu'il y a une démarche supplémentaire à faire pour entendre les besoins et pour créer des climats de sécurité pour les élèves trans particulièrement. Et pour nous tous, nous toutes, toutes les personnes qui œuvrent dans le milieu scolaire ou en collaboration avec le milieu scolaire, il est recommandé d'inclure, de consulter et d'impliquer les individus et les organisations avec une expertise éprouvée en intersectionnalité et en éducation inclusive pour la communauté d'ES LGBTQ+. Alors, on a vraiment parcouru un chemin très enrichissant ensemble et nous sommes à la fin de notre webinaire. Alors, avant de passer à la période de remerciements, on a des suggestions pour aller plus loin si vous vouliez approfondir les connaissances que nous avons partagées aujourd'hui. Alors, il y a un guide d'accompagnement du webinaire qui va être composé de ressources pédagogiques pour initier les activités éducatives et des activités de sensibilisation avec les élèves
au primaire, au secondaire qui vous sera transmis. Et on a aussi des ressources pour le bien-être, le mieux-être, la santé mentale qui vont être proposées. Nous sommes en collaboration avec l'organisme communautaire Interligne qui offre une ligne d'écoute en français. Et ce sont des services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont adaptés aux jeunes. Donc, vous pouvez à tout moment référer les jeunes à cette ressource. Et puis, nous vous invitons en fait au prochain webinaire qui arrive bientôt. Alors, notre webinaire 2, justement, parlera de la dimension qu'on a touchée vers la fin de notre webinaire, les réalités des personnes LGBTQIA2+, à l'intersection des identités. Donc, je vous invite à prendre connaissance des dates et puis des horaires qui sont offerts pour ces webinaires. Et on a aussi notre troisième webinaire qui va en fait nous permettre d'avoir une réflexion plus pratique après avoir partagé vraiment ces conversations, devenir une personne alliée et développer des pratiques inclusives envers la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire. Et donc, nous vous invitons à vous inscrire aussi. Nous avons suggéré 2 dates qui seront vraiment des dates où nous aurons le plaisir de vous accueillir pour continuer à nous enrichir mutuellement. Donc, nous vous remercions chaleureusement pour votre présence, votre participation. Nous travaillons pour vous, avec vous, et c'est vraiment un plaisir de voir une réponse et une présence active autour de ces webinaires. Merci beaucoup d'avoir pris le temps en soirée pour vous joindre à ce webinaire. Et puis, nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire d'évaluation. C'est quelque chose de très important pour nous pour continuer à offrir des webinaires qui sont à l'écoute des besoins des personnes concernées. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, informations, des suggestions, vous pouvez nous écrire à projet.école@francoqueer.ca. Je veux aussi remercier Arnaud qui co-anime le webinaire avec moi aujourd'hui. Et nous voulons aussi remercier nos bailleurs de fonds sans qui ce projet n'aurait pas pu s'épanouir. Donc, le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario. Et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci Marie-Evelyne et merci tout le monde pour votre présence et votre participation. Bonne soirée. Bonne soirée et au plaisir de vous revoir au 2e ou au 3e webinaire. J'ai eu des commentaires comme quoi on aura certainement des personnes qui ont assisté au webinaire. Merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir.